Mon vécu en rue, tout ça a fait de moi, je pense, un meilleur être humain. Par exemple, moi, je savais en arrivant à la rue que j'étais alcoolique, mais pour moi, par exemple, les toxicomanes, ils étaient le stade en dessous de l'alcoolique. Les plus belles discussions que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est avec des personnes toxicomanes, prostituées, alcooliques ou tout, tout ensemble. C'est vraiment, ça m'a ouvert d'autres horizons et voilà, mais il y a des personnes derrière, des personnes fabuleuses, quoi. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Cindy a longtemps souffert du syndrome de l'imposteur. Suis-je légitime ? Ai-je le droit d'être heureuse ? Ces questions lancinantes l'ont fait plonger dans l'alcool, puis dans le sans-abrisme. Elle décrit la rue comme un monde parallèle où le temps paraît interminable. Mais elle y a aussi trouvé des réponses à ses angoisses existentielles, comme elle nous le confie dans cet épisode. J'ai fait ce qu'on appelle, je suis tombée à la rue parce que j'ai fait un gros burn-out. Un burn-out de ma vie, on va dire. Après psychanalyse, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais toujours essayé de rentrer dans une espèce de critères de perfection, de travailler, d'avoir une famille parfaite, etc., etc. Et en un an de temps, j'ai tout perdu, vraiment, dans le sens où je me suis séparée d'une longue relation, une relation qui était importante pour moi. Je me suis fait opérer de l'estomac, donc j'ai perdu 60 kilos. J'ai quitté mon emploi parce qu'il y avait une restructuration de personnel et donc ils donnaient des primes à ceux qui partaient d'eux-mêmes parce qu'il y avait un plan Renault qui avait été mis en place. Et donc j'ai dû déménager de ma grande maison, aller vivre dans un petit appartement. Donc en gros, j'ai commencé à faire la fête de plus en plus souvent. Mais bon, les amis peuvent pas faire la fête tout le temps avec nous. Donc après j'étais toute seule, je continuais à boire toute seule. J'ai commencé à boire de plus en plus jusqu'à ce que l'alcool prenne le dessus sur moi. Je pensais que je gérais, mais je gérais pas du tout. Et ma famille, ma maman plus précisément, s'est rendu compte que ça n'allait vraiment pas. J'ai commencé à aller chez les alcooliques anonymes, voilà, pour avoir une aide, mais j'allais un peu là-bas en terre inconnue. Voilà, et de là, je suis partie en hospitalisation, en fait, en hôpital psychiatrique pour faire un sevrage. Là-bas, j'ai rencontré un homme qui, après mon hospitalisation, est venu chez moi et s'est avéré que cet homme était extrêmement violent et avec qui j'ai recommencé à boire, en fait. Donc du coup, je buvais mon loyer, comme je dis, je ne payais plus mes factures, donc j'ai été expulsée. Et je me suis retrouvée à la rue du jour au lendemain, avec mon gros sac à dos, ne sachant pas, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, quoi. On ne te dit pas si un jour tu te retrouves à la rue, il faudra que tu fasses telle démarche, il faudra que tu ailles là-bas, il faudra que tchic. Donc je me suis retrouvée, voilà, comme ça, à la rue, sans savoir ce que j'allais devenir, ce que je devais faire. J'étais un peu complètement perdue, quoi. J'avais de l'argent, j'avais la santé, j'avais perdu du poids, donc j'avais récupéré de ma beauté, on va dire. J'avais des amis, une famille aimante, un fils aimant. J'avais tout pour être heureuse, mais je ne l'étais pas. Donc j'avais honte de dire ça ne va pas, je ne vais pas bien, puisqu'il y a d'autres personnes qui vivent des choses pires, qui vivent la maladie, qui vivent plein de choses comme ça. Et moi, non, j'avais tout, mais ça n'allait pas. Donc du coup, je n'ai pas demandé d'aide. J'ai fait comme j'ai toujours fait. C'est moi la plus forte et je m'en sortirai et ça va aller, quoi. Très clairement, moi je pensais que les gens qui étaient à la rue, c'était des gens qui voulaient y être, en fait, qui n'avaient pas envie de travailler, parce qu'ils étaient des alcooliques, des toxicomanes, que c'était un peu des bons à rien et que voilà, ils se complaisaient dans leur truc. C'est un peu ainsi que je voyais les choses, en fait. C'est pour moi des gens qui avaient envie de rien. Voilà. Et au final, je me suis retrouvée aussi à leur place, alors que j'avais envie de beaucoup de choses et que je ne voulais pas y être. Donc déjà là, j'ai eu une première prise de conscience de me dire, mais ça pend au nez de tout le monde, quoi. Un an avant, j'avais un travail, une maison, un compagnon, enfin...
que j'étais avec mon fils, enfin tout allait bien, je partais en vacances, et puis bam, un an après, j'étais à la rue, comme eux. Mais c'est un monde parallèle, vraiment, parce que quand j'allais travailler, par exemple, j'allais prendre le bus tous les matins pour aller travailler, et je passais par la gare. Et donc, il y a des fois, par rapport à mes correspondances, j'attendais au chaud à l'intérieur de la gare pour l'heure de mon bus. Et il y avait plein de gens assis sur les bancs. Et je ne me posais même pas la question. Pour moi, c'était des gens qui attendaient leur bus comme moi pour aller travailler. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai fait ça des heures et des journées, un nombre de fois incalculable. Et en fait, le 3/4 des gens qui attendent assis sur les bancs à la gare, ce sont des SDF. Parce que y a beaucoup plus de SDF que ce qu'on croit. Le SDF, c'est pas celui qui est tout sale, couché par terre, avec un gobelet en carton et qui mendie. C'est des gens comme tout le monde. Oui, il y en a certains qui sont couchés par terre et qui mendient, qui sont tout sales, mais sinon, le 3/4, on ne saurait pas dire qu'ils sont SDF, en fait. Là, ça m'a choqué, ce truc de me dire, mais en fait, tous ces gens, ils n'attendaient pas leur bus, ils attendaient, comme je dis, que le temps passe. Parce que voilà, on ne fait que ça à la rue, on attend que le temps passe. C'est interminable parce que même si on fait des démarches, quand on dort à l'abri de nuit, à 7h on vient nous réveiller, tout le monde, et à 8h on doit sortir. Donc même si on fait 1 ou 2 démarches le matin, je vais dire, à midi, on n'a plus de démarches à faire. Il n'y a personne qui a des démarches à faire une journée entière, tous les jours. Et donc, du coup, après, on attend que le temps passe. Et moi qui étais déjà complètement tombée dans l'alcool, je passais le temps en buvant. Je ne garde pas d'horribles souvenirs de la rue, en fait. C'est vrai que les gens ont tendance à se dire « Waouh !» un peu me mettre sur un piédestal parce que j'ai survécu à la rue, etc. Et c'était pas cool, c'était pas la fête, mais c'était pas horrible. Je ne me suis pas fait violer à tous les coins de rue. Après, oui, j'ai dormi dans des squats où au matin on se réveille, on se rend compte qu'on a dormi à côté de seringues, mais on l'avait pas vu dans le noir. On a mangé à même les conserves parce qu'on n'avait pas de cuillère. Mais en même temps, le fait d'être bien entourée, parce que j'ai eu cette chance d'arriver à la rue, et c'est peut-être mon caractère qui fait comme ça, et je me suis directement liée d'amitié avec les bonnes personnes, c'est-à-dire les anciens de la rue, donc les personnes qui sont en rue, pour certains par envie, parce que ils ne veulent plus faire partie de la société, donc ils n'ont même plus de carte d'identité, ils ne touchent même pas le RIS, quoi. Et pour d'autres, parce que ça fait tellement longtemps qu'ils sont justement à la rue, qu'ils ne trouvent plus leur place dans la société. Donc ils restent à la rue parce qu'ils connaissent. Et je suis tombée sur eux, ils m'ont un peu pris sous leur aile, ils m'ont expliqué un peu le fonctionnement, un peu, ceux-là, fallait pas aller trop près d'eux, ceux-là, ça va, c'est des bons, tu peux y aller, il y a tel service, parce qu'il y a beaucoup cette entraide, en fait, entre SDF, cette entraide de dire, tiens, là-bas, tu peux aller chercher des protections hygiéniques, par exemple. Là-bas, tu peux aller manger. Là-bas, tu auras des vêtements. À tel endroit, ils viennent distribuer le dimanche. Je me rappelle, à la gare, on avait des dames de cœur qui venaient nous rapporter le dimanche matin du cacao chaud avec des tartines qu'elles avaient fait elles-mêmes et toutes des petites choses comme ça qui font que c'est moins dur, en fait. Il y a quand même encore ce côté humain entre nous, entre SDF. Une super belle rencontre aussi, c'est Mélodie, un petit bout de femme incroyable, pleine d'énergie, et, qui s'est liée d'amitié avec moi, et on était tout le temps ensemble. Et pourtant, elle devait faire 1m50. Et s'il y avait quelqu'un qui aurait eu le malheur de mal me parler, elle sautait dessus, quoi. C'était un truc vraiment fou, quoi. Et malheureusement, elle est tombée amoureuse d'un gars, elle est partie en camp de caravane avec elle dans les Ardennes, et en fait, elle a fait une overdose. Donc, elle est décédée. Voilà. Mais ça reste une de mes plus belles rencontres, c'est ma Mélodie, c'est le problème de la rue, c'est ça, c'est que on a eu
des dizaines de décès, quoi, en fait. Hein. Les gens, malheureusement, sont trop profondément dans leurs addictions, que ce soit la drogue, l'alcool, les mauvaises rencontres. Et voilà, donc il y a énormément de décès, quoi. Ça, je pense que c'est le plus dur à la rue, c'est ça. Cindy a choisi de nous accueillir dans un lieu hautement symbolique pour elle, les locaux de Housing First à Charleroi. Ce projet renverse la logique de l'aide traditionnelle aux sans-abri. L'accès au logement n'est plus l'ultime étape d'un long parcours d'intégration, mais la première pierre autour de laquelle se construit un accompagnement pluridisciplinaire. Donc, j'ai eu les clés de mon logement le 9 septembre et je pense que j'ai emménagé fin octobre seulement, parce que je n'arrivais pas à quitter le milieu de la rue, en fait. Je n'arrivais pas à réaliser que c'était mon logement, que je pouvais venir et me poser par terre, puisque je n'avais pas de fauteuil. Mais quand on sort de la rue et qu'on revient dans la réalité, on repasse de l'autre côté du miroir. Mais voilà, il y a les huissiers qui débarquent, moi je ne dormais plus. J'avais peur, je n'osais pas mettre la radio, parce que je me dis, si je mets la radio, qu'on vient toquer à la porte, on va savoir que je suis là. Et je n'osais pas aller à l'hôpital parce que je me dis, on va m'annoncer que j'ai un cancer généralisé. Enfin, j'imaginais plein de choses et c'est tellement de pression et que j'étais pas capable de gérer. Pendant combien de temps je l'aurais géré avant de me remettre à commencer à boire? Donc, Housing First, c'est pas juste trouver un logement. Donc, c'est, tous les services sociaux font ça. Il y a les capteurs logements, il y a le CPS, il y a l'accueil de jour. Ça, ils mettent plein d'annonces à disposition. Ils nous aident à trouver un logement. Mais j'avais trouvé des logements toute seule, mais je n'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout des démarches. Donc là, ils m'ont facilité vraiment le truc. Hein. Ils m'ont donné les clés du logement et voilà, Cindy, t'as ton logement. Et ils m'ont dit, on est là. Et au début, je disais, oui, merci. Pour moi, c'est bon, ils avaient fait leur travail. J'avais un logement, j'avais un bail. Cool, Raoul. Et j'ai voulu me démerder toute seule encore. Donc voilà. Mais il me téléphonait toutes les semaines. Il me disait, ça va Cindy, t'as besoin de rien, comment ça va, t'as besoin qu'on te conduise à aller faire tes courses. Non, je suis une grande fille, j'allais faire mes courses toute seule, quoi. Puis ils me parlaient aussi des administrations de biens, parce qu'à partir du moment où on retrouve un logement, après autant de temps de rue et le fait d'avoir été expulsée, etc., j'avais accumulé les dettes, mes dettes avaient continué, et donc à partir du moment où j'ai eu mon logement, les huissiers m'ont retrouvé. Donc le peu que j'avais réussi à avoir par Housing First, donc un salon, un canapé, etc., ils voulaient venir me saisir ça. Voilà. Donc j'ai commencé, quand j'ai arrêté de boire, un jour, donc mon référent de l'époque me téléphone. « Salut Cindy, comment ça va ?» Et moi j'avais commencé à téléphoner chez les huissiers, à gauche, à droite, encore une fois, je voulais me démerder toute seule. Et je lui dis, mais ça va, mais j'ai ça. Et il me dit, et je commence à énumérer tout ce que je fais. Et il me dit, mais tu vas jamais t'en sortir toute seule, c'est pas possible. Il m'a dit, allez, viens au bureau et on va regarder ensemble. Et donc j'avais plein de questions et tout ça. Donc on a pris rendez-vous chez l'administrateur de biens. Et j'ai pu poser mes questions à l'avocat, etc. Et en quoi c'est plus que des travailleurs sociaux. Par exemple, mon référent à l'époque, parce que j'avais beaucoup de problèmes aux dents, j'avais les dents qui étaient toutes carriées, qui tombaient en morceaux, etc. Il a dit à l'avocat, il faudra aussi prévoir dans son budget une assurance dentaire. Voilà, il pensait à moi, en fait, pas juste aller à un logement, c'est bon. Non, il pensait à moi, mon référent, parce que j'avais des problèmes gynécologiques suite à un papillomavirus que j'avais eu il y a une quinzaine d'années. J'ai eu des tumeurs au niveau de l'utérus et j'avais tout laissé sur le côté parce que je voulais pas savoir, en fait. Ça fait tellement d'années qu'on m'avait annoncé la nouvelle et que je n'avais pas eu de suivi puisque j'étais en rue. Je voulais pas savoir. Mais il m'a accompagnée plusieurs fois à l'hôpital jusqu'à la salle d'attente du médecin et il m'a attendu à la sortie pour être là, pour me soutenir, voilà. Il y a pas beaucoup je connais pas d'autres structures où on fait ça. C'est ça que je dis, c'est plus que des travailleurs, ça devient la famille, ça devient des amis, et eux, ils ont cru en moi, alors que moi, je ne croyais plus en moi. J'ai plusieurs fois essayé d'arrêter de boire, que je recommençais aussitôt, et encore plus fort, en fait. Et arrivé en décembre, le 31 décembre, j'ai fait la grippe. J'ai passé une semaine chez moi, seule,
sans TV, sans rien, sans téléphone, sans nourriture, parce que j'étais au plus mal, je ne savais même pas aller au magasin. Et au bout de cette semaine, donc, quand j'ai pu enfin sortir, je suis allée chez ma maman qui m'a dit « Ah, ben t'es là, toi, t'es vivante ?» Après, je dis « Ben oui, j'étais chez moi, j'étais vraiment mourante. » Et elle me dit « Ah, ben oui, mais on s'inquiète plus pour finir parce que tu disparais. » Et voilà, quoi. Et là, ça m'a fait vraiment un électrochoc. Et je me suis dit « Mais comment c'est possible d'avoir fait un tel vide autour de moi ?» J'ai dégoûté les gens de moi, quoi, en fait. Les gens, voilà, ils s'inquiètent plus. Oh, c'est Cindy, voilà, c'est comme ça, c'est un fait. C'est Cindy, elle est alcoolique, donc elle disparaît, hein, c'est pas inquiétant. Ça a commencé à me travailler. Et le 14 mars, j'ai décidé que c'était ma dernière bière. On se sent impuissant, en fait, parce que on passe notre temps, enfin les gens passent leur temps à nous répéter. Si tu veux, tu peux, c'est juste une question de volonté, tu n'as qu'à décider d'arrêter de boire, c'est comme décider d'arrêter de fumer ou décider de se mettre au régime. Ben non, si c'était si facile, on le saurait. Pour une addiction, on doit se faire aider, on doit se faire accompagner, il y a tout ce côté psychologique, parce que ça vient de quelque part, je veux dire, on n'arrête pas comme ça, juste ainsi, ou alors on reprendra, comme je l'ai fait des dizaines de fois. Je comprends que les gens ne croyaient plus en moi, je comprends que mon fils ne croyait plus en moi, je comprends que ma maman ne croyait plus en moi, puisque moi-même, j'avais du mal à croire en moi. Donc je ne peux pas leur en vouloir, mais c'est très très compliqué. Le produit, ou même, des fois c'est pas un produit, ça peut être par exemple le jeu aussi, est plus fort que nous. Pourtant, Dieu sait, comme je parlais de mon fils, où on avait une relation fusionnelle, où vraiment on était inséparables, l'alcool était plus fort que l'amour pour mon fils. Ce qui est horrible, ça peut choquer de dire une chose pareille, mais c'était vrai. Je ne pensais qu'à ça, qu'à l'alcool. Et encore aujourd'hui, alors que j'approche les 3 ans d'abstinence, je ne pense plus à l'alcool tout le temps. Mais il y a des symptômes physiques de manque qui reviennent encore. Ça, c'est médical, donc c'est-à-dire que ça m'arrive de me réveiller le matin avec la gueule de bois, et c'est ce qu'on appelle une cuite sèche. Chose qu'on ne sait même pas que ça existe avant. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment tous les symptômes de la gueule de bois, mal au crâne, enfin, je vais pas faire un dessin, beaucoup de gens ont déjà eu une gueule de bois, mais on n'a pas bu. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous poursuit, et je sais que je ne suis pas plus alcoolique. Je suis encore alcoolique. Je suis alcoolique abstinente, mais je resterai alcoolique toute ma vie. Ça, les gens ont beaucoup de mal avec ça. Quand je dis oui, je suis alcoolique abstinente, ils disent mais non, tu n'es plus alcoolique. Je dis si, je serai alcoolique toute ma vie. Je sais que si je rebois un verre, je vais repartir dans l'alcool. Ça ne doit plus faire partie de ma vie. Après, je ne suis pas à l'abri d'une rechute. Seul l'avenir nous le dira. Le seul sevrage dont on peut réellement mourir, c'est le sevrage d'alcool. Voilà. C'est pas le plus douloureux, mais c'est le seul dont on peut réellement mourir. On peut avoir le cœur qui s'arrête, faire des crises d'épilepsie, on a des hallucinations énormes, donc du coup on peut se mettre en situation de danger par rapport aux hallucinations qu'on a, la déshydratation, etc. Voilà. Cindy est abstinente depuis 3 ans et suit une formation de père aidante. Les pères aidants sont des personnes qui ont trouvé le chemin du rétablissement. On les surnomme souvent les porteurs d'espoir. Ils ou elles partagent leur vécu pour aider d'autres personnes en souffrance psychique à s'en sortir à leur tour. Les travailleurs de Housing First n'arrêtaient pas de me dire « Cindy, il faudrait que tu reprennes tes études, que tu deviennes éducatrice de rue, on te voit trop là-dedans, etc. » Et je ne voulais pas. Pas parce que je ne m'en sentais pas capable, mais parce que au fond de moi, ce n'est pas ce que j'avais envie. Et d'un autre côté, je suis bénévole dans une donnerie où on vient en aide, voilà, on partage ce qu'on a, des gens donnent, d'autres ont besoin, on sert de relais entre les personnes pour faire aller des dons. Ça peut aller d'une petite cuillère à une machine à laver, on a même une caravane en dons, enfin, voilà.
Ça peut être de tout. Et j'avais déjà, je m'investissais beaucoup dans cette donnerie dans laquelle je suis toujours. Et donc, je me voyais mal reprendre des études et tout ça et mettre cette donnerie de côté qui avait participé à mon rétablissement et au fait que je ne recommence pas à boire parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Et est arrivé le Covid et ils ont délocalisé l'accueil de jour dans un hall sportif et ils étaient fort en demande de bénévoles parce que les bénévoles habituels étaient des personnes âgées à risque. Et donc, du coup, ils cherchaient des personnes plus jeunes et en bonne santé pour venir donner un coup de main, pour donner les serviettes pour les douches, pour servir le café, nettoyer les tables, etc., etc. Donc, moi, d'office, j'ai été me proposer comme bénévole. Et au bout de 3 jours, de la 3e fois où j'y étais, je me présente, on me dit « Ah mais non, tu t'es trompé, c'est pas aujourd'hui ». Je rentre chez moi en me disant « Mais non, je suis sûre, voilà ». Et je reçois un message où on me dit, écoute, tu ne dois plus venir parce qu'en fait, le responsable, je ne sais pas qui, a dit que comme tu étais une ancienne bénéficiaire, tu ne dois plus venir. Et je dois dire que là, dans mon parcours d'abstinence, ça a été peut-être la seule et unique fois où j'ai repensé très sérieusement à recommencer à boire. Parce que je me suis dit, je me suis démenée pour m'en sortir, j'ai tout fait comme il faut. J'ai tout fait, administratif, j'ai arrêté de boire, je me comporte bien, je fais tout bien et on va me coller cette étiquette. Eux qui ont fait en sorte de me faire sortir de la rue, eux me collent cette étiquette de Cindy, l'alcoolo, SDF, quoi. Et ça m'est allé vraiment très loin. Et c'est venu aux oreilles, en fait, de Housing First. Et il y a une des travailleuses ici qui a demandé un rendez-vous avec moi, en fait, et qui m'en a parlé. Et que ça m'allait très loin, je lui ai expliqué, voilà, et ils ont été très choqués. Et donc, du coup, ils ont décidé de me prendre en tant que bénévole, avec un contrat de bénévolat, voilà. Parce que pour eux, je méritais d'être là, ma place était totalement légitime, je n'étais pas que Cindy, l'alcoolo, SDF, etc. Et donc, de là, mon référent de l'époque m'avait déjà parlé, mais c'était pas ça la trappe, et eux m'ont reparlé de la pérédance. Voilà. Et après, j'en ai parlé à mon fils, parce que je suis très proche de mon fils, et il m'a dit, il faut absolument que tu le fasses, parce que ça donnerait un sens à tout ce qu'on a vécu. Voilà. Et donc, je me suis lancée dans cette aventure de la pérédance, et c'est là, voilà, ça fait partie de moi, en fait. Vraiment, je suis à ma place. Je fais ce que j'aime, avec les gens que j'aime. C'est pour moi, quoi. J'accompagne des personnes qui rentrent en logement, et je vois bien que quand je leur parle, ce que je leur dis, ça a de l'importance, et qu'ils en tiennent compte, ils me le disent, j'ai un retour, je le vois dans leurs yeux, je le vois dans leur regard, dans leur manière de parler, que je suis à ma place, je suis utile à mon niveau, je fais pas des choses incroyables, je fais pas des transplantations cardiaques ou des trucs comme ça, mais je fais partie de cette société et je fais ce que je peux et je le fais bien. Si vous voulez en apprendre plus sur le métier de père aidant, découvrez notre article « Association engage porteurs d'espoir » sur enmarche.be.